Bonjour, cette vidéo est la première d'une série qui vise à vous fournir un socle de base solide vous permettant d'utiliser Linux pour faciliter l'analyse de vos données scientifiques. Ces vidéos sont principalement conçues pour des biologistes qui veulent gagner en autonomie dans leurs analyses. Elles vont donc se focaliser essentiellement sur des commandes qui nous semblent essentielles dans ce contexte et nous illustrerons le fonctionnement de ces commandes au travers d'exemples principalement tirés de l'analyse de données génomiques. Ce cours n'est donc pas adapté si ce qui vous intéresse est l'administration système. Et nous pourrons par moments utiliser des abus de langage qui pourront heurter certains experts si nous pensons que cela va rendre notre message plus compréhensible par des néophytes. Nous donnons chaque année depuis 2013 à l'Institut Agro de Montpellier une formation d'une semaine sur l'utilisation de Linux pour l'analyse de données génomiques. Cette formation repose sur une pédagogie active, centrée sur des TP, construite à partir de problématiques réelles. Le but étant que chacun gagne en autonomie en résolvant par lui-même des problèmes concrets. Cette pédagogie n'est possible que grâce à un taux d'encadrement élevé. Et cette série de vidéos est un excellent complément à cette formation et reprend une grande partie de ce qui est présenté lors des quelques cours introductifs de cette formation. Cela va donc vous permettre de revoir ces éléments vus en cours à votre rythme. Les commandes que nous choisissons de présenter ont évolué au fil des sessions de cette formation. Pour chaque tâche, nous avons fait le choix de choisir des commandes qui nous semblent les plus simples à utiliser, avec l'idée de vous fournir au final un tout aussi cohérent que possible, qui soit donc plus facile à assimiler. Le système Linux et ses déclinaisons se trouvent sur de très nombreuses machines. La majorité des clusters de calcul utilisés dans vos laboratoires reposent sur ce système. Pour utiliser pleinement ces ressources de calcul, il est donc important de maîtriser au moins les bases de Linux. Si de premier abord cela semble une contrainte, vous verrez que les possibilités que cela offre sont telles qu'une fois les bases assimilées, vous aurez envie d'utiliser les commandes Linux, même sur votre ordinateur personnel. Cela tombe bien, il est maintenant très simple d'utiliser les commandes Linux que nous allons vous présenter sur un Mac ou sur un PC. Nous mettrons quelques liens dans la description de cette vidéo, mais le plus simple est certainement de voir cela avec votre référent informatique. Rentrons maintenant dans le vif du sujet en introduisant un peu de vocabulaire. Linux est un système d'exploitation, tout comme Windows ou Mac OS X. Le système d'exploitation est ce qui permet à l'utilisateur de communiquer avec la machine et donc d'en exploiter les fonctionnalités. Une des forces de Linux est qu'il dispose d'un programme appelé Shell, qui permet d'interagir avec l'ordinateur en écrivant des lignes de commande dans une fenêtre spéciale appelée terminal. Ainsi, on va pouvoir, par exemple, déplacer, renommer ou modifier des fichiers en écrivant une ligne de commande plutôt qu'en utilisant la souris pour sélectionner nos fichiers ou pour naviguer dans les menus de différents logiciels. Cela peut sembler un peu austère au début. On peut aussi avoir l'impression que finalement on complique inutilement les choses. Mais imaginez une seconde que vous puissiez dire à votre ordinateur « Dis l'ordi, tu pourrais me dire combien il y a de fichiers PDF dans mon dossier biblio ?» 42. Ok, merci. Et tu pourrais me créer un dossier nommé PDF dans mon dossier biblio et y déplacer ces 42 fichiers? C'est fait. Ok, merci l'ordi. Ah, autre chose. Je viens de recevoir les 20 fichiers FASTQ de notre dernier projet de séquençage. Pendant que je vais prendre un café là, est-ce que tu pourrais pas me générer un petit tableau de synthèse indiquant pour chaque fichier FASTQ combien on a de reads avant et après le nettoyage de ces reads par Cutadapt? Pas de souci, je m'en occupe. Ah, merci l'ordi. Avouez que ça serait super pratique et vraiment sympa de pouvoir faire ça, non? Eh bien, c'est possible. Mais pour que votre ordinateur Linux vous comprenne, il faut que vous appreniez à parler son langage. Et l'un des langages de base sous Linux est le Bash. C'est celui que nous allons apprendre ensemble au travers d'exemples concrets tirés du monde de la bioinformatique. Les commandes Linux sont souvent hyper spécialisées. Chaque commande correspond à une tâche précise et très simple.
mais que l'on va pouvoir décliner de multiples façons à l'aide des options de la commande. Les commandes portent en général un nom très concis, qui est souvent une abréviation ou un acronyme rappelant leur fonctionnalité. Par exemple, la commande permettant de changer de dossier est la commande cd pour Change Directory, qui veut dire « déplace-toi dans un autre répertoire ». Dans ce cas, l'abréviation marche aussi en français, change de dossier, ce qui peut aider à s'en souvenir. Les commandes ont souvent besoin d'un certain nombre d'informations pour savoir exactement ce qu'elles doivent faire. Cela correspond à ce que l'on appelle les paramètres de notre commande, aussi appelés arguments de la commande. Par exemple, pour la commande cd, dire à l'ordi « change de dossier » c'est bien, mais lui préciser en plus où il doit aller, c'est quand même mieux. Notre commande cd va donc prendre un paramètre qui va indiquer le dossier dans lequel on veut aller. Ce paramètre sera placé juste après notre commande cd, en séparant les deux à l'aide d'un espace. Ainsi, si vous voulez aller dans le dossier TP1, vous devez écrire cd espace TP1. Oublier l'espace est une erreur très fréquente. Si vous faites cette erreur, Linux ne va pas comprendre que vous lui demandez d'exécuter la commande cd avec le paramètre TP1. Il va croire que vous lui demandez d'exécuter une commande nommée cdtp1 et vous dire que cette commande n'existe pas. Et oui, Linux va vous obéir au doigt et à l'œil, mais il est rigoureux et il prend tout au pied de la lettre. Avant d'aller plus loin dans le détail de l'utilisation de la commande cd, il est utile de comprendre comment les dossiers et les fichiers sont organisés sous Linux. Tous les dossiers sont organisés en une seule hiérarchie qui a une structure arborescente. Chaque dossier peut contenir plusieurs sous-dossiers, mais il n'a qu'un seul dossier parent. Le seul dossier qui n'a pas de parent est appelé le dossier root, comme la racine, et désigné par le /. Tous les dossiers sont rattachés à ce dossier root. C'est le dossier racine du système. Cette organisation est similaire à ce que vous avez sous Windows ou sous Mac, et vous naviguez tous les jours dans l'arborescence de votre dossier à l'aide de l'explorateur de Windows ou du Finder de Mac. Cependant, sur un PC, vous avez plusieurs arborescences juxtaposées qui correspondent à différents disques. Vous avez une arborescence système dont la racine est ces 2 points. Et lorsque vous branchez une clé USB ou un disque externe, une nouvelle arborescence dont la racine est par exemple D2 points va apparaître. Sous Linux, c'est plus simple. Il n'y a qu'une seule arborescence. Et quand vous branchez une clé USB, elle apparaît comme un nouveau dossier dans le répertoire où se trouvent toutes les clés USB que vous aurez branchées. À la base de votre arborescence, vous avez plusieurs dossiers qui contiennent des informations nécessaires au bon fonctionnement de Linux. On parle parfois de fichiers système. A priori, un utilisateur simple n'a pas besoin de modifier ces fichiers. Vous pourrez donc y accéder si vous êtes curieux, mais vous ne pourrez pas les modifier. Seuls les administrateurs système auront le droit, via un compte utilisateur particulier appelé root, de modifier ces éléments sensibles. Linux est pensé pour être un système d'exploitation multi-utilisateur. Pour travailler de manière sécurisée, chaque utilisateur se voit attribuer un dossier particulier, son Home Directory, sa maison, dans lequel il a le droit de faire ce qu'il veut. Tous les Home Directory des utilisateurs sont tout simplement des sous-dossiers du dossier Home, directement sous la racine, donc dans /home. Il n'y a pas de règle stricte pour nommer votre répertoire personnel. Toutefois, le nom de votre directory est souvent construit à partir de votre nom et éventuellement de l'initiale de votre prénom. Dans l'exemple ci-contre, nous voyons une arborescence typique de Linux. Nous supposons qu'il n'y a que 2 utilisateurs sur cette machine, Alexandre, Den Garcia, dont le Home Directory est Den, son nom, et moi-même, Vincent Renvez, avec mon Home Directory qui est Renvez. Lorsque je me connecte sur cette machine, tout le contenu du Home Directory d'Alexandre est masqué pour moi. Et en dehors de mon Home Directory, je ne peux voir que quelques dossiers et fichiers du système. Par contre, je peux évidemment accéder à la totalité du contenu de mon Home Directory Renvez. Pour explorer et naviguer dans cette arborescence, nous allons utiliser principalement 3 commandes. cd
qui permet de se déplacer en changeant de dossier, ls, qui permet de voir les éléments qui se trouvent dans le dossier dans lequel on est, et pwd, qui permet de savoir dans quel dossier on se trouve. Pour nous aider à utiliser ces commandes, nous verrons également la commande man, qui permet d'obtenir une aide très complète sur n'importe quelle commande bash, et la commande cheat, qui permet d'obtenir une aide simplifiée des commandes les plus usuelles. À partir du moment où vous ouvrez un terminal sous Linux, vous êtes positionné dans un dossier particulier. En général, vous êtes initialement positionné dans votre Home Directory. La commande pwd, pour Print Working Directory, vous permet à tout moment de savoir exactement dans quel dossier vous êtes. Pour cela, cette commande vous donne le chemin à suivre, c'est-à-dire la liste des dossiers à traverser pour aller de la racine de l'arborescence au dossier dans lequel vous êtes. Les différents noms de dossiers que vous traversez sont séparés par un slash, et le résultat obtenu est ce que l'on appelle le chemin absolu de votre dossier. Alors peut-être que cela vous semble un peu compliqué, mais vous verrez qu'après 2 ou 3 exemples, c'est finalement assez simple. Si je suis dans mon dossier cours et que je tape la commande pwd, Linux m'affichera le chemin absolu /home /renvez /travail /cours. Si je suis dans le dossier perso, la commande pwd renverra à ce moment-là /home /renvez /perso. Si je suis dans le dossier tmp du système, pwd renverra simplement /tmp. Par contre, si je suis dans le sous-dossier tmp de mon dossier travail, pwd renverra alors /home /renvez /travail /tmp. Et on voit bien sur ce dernier exemple que chaque dossier va pouvoir être désigné de manière non ambiguë par son chemin absolu. Pour nous déplacer, on peut donc utiliser la commande cd suivie du nom du chemin absolu du dossier dans lequel on souhaite aller. On peut donc par exemple se positionner dans le dossier cours en tapant la commande cd espace /home /renvez /travail /cours. Puis se déplacer dans le dossier NGS en tapant la commande cd espace /home /renvez /travail /cours /NGS. Et revenir dans le dossier cours en tapant à nouveau cd espace /home /renvez /travail /cours. Mais bon, il faut bien reconnaître que c'est un petit peu pénible de taper tout ça et à chaque fois d'écrire le chemin absolu complet de notre dossier en repartant de la racine de l'arborescence. Heureusement, on peut aussi désigner le dossier dans lequel on veut aller en utilisant le chemin relatif, c'est-à-dire en indiquant le chemin à partir de notre point actuel. Lorsque l'on est dans un dossier, on peut donc indiquer que l'on veut aller dans l'un de ces sous-dossiers en indiquant simplement le nom de ce sous-dossier. Si je suis dans mon dossier travail, je peux donc aller dans mon dossier cours en tapant simplement cd espace cours. Et si je veux ensuite aller dans mon dossier NGS, je peux le faire via la commande cd espace NGS. Nettement plus simple quand même. Une fois que je suis dans le dossier NGS, pour revenir dans le dossier cours, je ne peux par contre pas le faire via la commande cd cours, car dans ce cas, Linux chercherait à aller dans un sous-dossier de NGS nommé cours. Or, il n'y a pas de tel sous-dossier. Pour remonter dans l'arborescence et se positionner dans le dossier parent du dossier courant, il faut pouvoir désigner ce dossier parent. Comme chaque dossier n'a qu'un seul parent, il n'est pas nécessaire de préciser de quel parent il s'agit. Il faut juste pouvoir dire que l'on veut remonter d'un cran dans l'arborescence. La convention utilisée par Linux pour désigner l'unique parent d'un dossier est ::. Ainsi, lorsque je suis dans le dossier NGS, je peux revenir dans le dossier cours en tapant cd espace .. Je peux également le faire à l'aide du chemin absolu de ce dossier en tapant cd espace /home /renvez /travail /cours, mais c'est quand même nettement plus pénible. Même si on utilise le chemin relatif, on peut se déplacer dans des endroits assez éloignés en indiquant la direction à suivre à chaque étape. Comme pour le chemin absolu, chaque élément de notre trajet va être séparé par un slash. Par exemple, si je suis dans le dossier photo et que je veux aller dans le dossier NGS, je vais pouvoir le faire
en disant à Linux « remonte dans l'arborescence », remonte encore une fois dans l'arborescence, va dans le dossier « travail », va dans le dossier « cours », va dans le sous-dossier « NGS ». Et cela peut se faire avec les instructions suivantes. cd .. cd .. cd travail, cd cours, cd NGS. Ou alors cela peut se faire en une seule fois en indiquant le chemin complet à suivre. cd espace /// travail / cours / NGS. La dernière façon d'indiquer un chemin est de le faire en partant de votre home directory. Ce dossier particulier est désigné par le symbole tilde, la petite vaguelette. Ainsi, si je suis dans le dossier NGS et que je veux aller dans le dossier vacances, au lieu de taper toute l'arborescence qui mène à ce dossier, je peux me rendre dans ce dossier en utilisant la commande cd espace tilde /perso /vacances. Selon où vous êtes et où vous souhaitez aller, il sera plus simple d'indiquer le chemin en partant de la racine de l'arborescence. Dans ce cas, le chemin commence par slash, c'est le chemin absolu, par exemple cd/bin, ou alors en partant de votre home directory, dans ce cas, le chemin commence par tilde, par exemple cd / travail, ou en relatif, dans ce cas, le chemin ne commence ni par slash ni par tilde. cd cours, par exemple, vous mènera dans le dossier cours si vous êtes déjà dans le dossier travail. Évidemment, lorsque vous travaillez dans votre terminal, vous n'avez pas forcément sous la main une représentation graphique de votre arborescence comme nous l'avons ici. Pour vous orienter dans l'arborescence, vous aurez régulièrement besoin de vérifier dans quel dossier vous êtes, à l'aide de la commande pwd, print working directory, et d'obtenir la liste des fichiers et des sous-dossiers qui existent à cet endroit de l'arborescence. Pour avoir une vision complète de l'arborescence d'un dossier particulier, vous pouvez utiliser la commande tree. Par exemple, je peux obtenir une représentation visuelle de tout le contenu de mon dossier travail en tapant la commande tree espace travail. Cette commande tree est bien pratique, et notamment pour rédiger un fichier README décrivant l'organisation de tout un dossier sur lequel vous êtes en train de travailler et que vous souhaitez soit archiver ou alors que vous souhaitez communiquer à des collègues. Malheureusement, cette commande n'est pas toujours disponible sur toutes les instances de Linux. Afin d'obtenir la liste des fichiers et dossiers présents dans un dossier, on utilisera la commande lst, comme liste. C'est certainement la commande que vous taperez le plus souvent. C'est un exemple typique de commande Linux à la fois hyper spécialisée et hyper paramétrable. Cette tâche simple, qui liste les éléments qui se trouvent dans un dossier, peut être déclinée de multiples façons, et Linux propose pas moins d'une quarantaine d'options pour cette commande. Parmi les options couramment utilisées, on peut citer "-l" pour langue, qui permet d'avoir un format d'affichage long avec des informations détaillées sur chaque élément. Il y a aussi l'option "-a" pour all, qui permet d'afficher tous les éléments, même les fichiers cachés. Ou l'option "-s", "-s", pour size, qui permet de trier les fichiers en fonction de leur taille. Il y a aussi l'option "-t" pour time, qui permet de trier en fonction de la date de leur dernière modification. Il est évidemment illusoire d'espérer retenir toutes ces options dès le début. Ce qu'il est important de retenir, c'est que de nombreuses options existent pour contrôler finement la manière dont la commande ls va lister les éléments de votre dossier, et que vous pouvez retrouver toutes ces options via la commande man pour manuel, via la ligne de commande man espace ls. Et obtenir une aide simplifiée avec des exemples classiques d'utilisation avec la commande sheet espace ls. En pratique, pour obtenir la liste des éléments du dossier courant, il suffit de taper la commande ls. Si vous voulez plus de détails sur ces éléments, il suffit de taper la commande ls espace -l. Cette option est très utile car elle affiche notamment la taille des fichiers. Ceci est notamment pratique lorsque vous avez lancé une analyse et que vous souhaitez vérifier que les fichiers qui doivent être générés par cette analyse sont non seulement présents, mais qu'ils sont en plus non vides. Vous pouvez demander la liste des éléments de n'importe quel dossier, quel que soit le dossier dans lequel vous êtes. Par défaut, ls vous renvoie la liste des éléments du dossier où vous êtes. Si vous voulez des informations sur un autre dossier, il suffit de préciser quel dossier vous intéresse en passant le chemin de ce dossier en paramètres.
Pour désigner le dossier qui vous intéresse, vous pouvez utiliser les 3 types de chemins que nous avons vus pour la commande cd. Chemin absolu, relatif ou depuis votre Home Directory. Vous pouvez mettre le chemin du dossier avant ou après les options, mais chaque élément de votre ligne de commande doit être séparé par au moins un espace pour que Linux voit bien le découpage. En pratique, pour avoir un affichage long et détaillé de ce qui se trouve dans mon dossier travail, je pourrais donc utiliser la commande ls espace-l espace ~travail. Vous pouvez en fait reprendre tous les exemples que nous avons vus pour la commande cd et remplacer cd par ls pour obtenir une commande valide qui, au lieu de vous déplacer dans le dossier donné en paramètres, va vous donner la liste des éléments contenus dans ce dossier. Avant de faire quelques exercices pour mettre vos nouvelles connaissances en pratique, voyons quelques commandes qui vont nous être utiles. Pour l'instant, nous avons vu comment nous déplacer dans des dossiers avec cd, les lister avec ls, mais pas comment créer les dossiers. La commande qui permet de créer un dossier est mkdir pour make directory ou directory. Cette commande nécessite un paramètre qui est le nom qui va avoir le nouveau dossier. Ainsi, si je suis dans mon dossier cours, mkdir stat va créer un nouveau sous-dossier dans cours dont le nom est stat. Si j'ai un doute au début et que je veux vérifier que mon instruction a bien fonctionné, je peux utiliser la commande ls qui va me montrer les sous-dossiers présents dans le dossier cours. Tout comme pour la commande ls, je peux créer un dossier ailleurs qu'à l'endroit où je me trouve. Il suffit alors de préciser où ce dossier doit être créé. Toujours en utilisant la même syntaxe avec laquelle vous êtes maintenant familier, chemin absolu, relatif ou à partir du Home Directory. Si j'avais voulu créer mon dossier stat alors que j'étais dans mon dossier perso, j'aurais donc utilisé la commande mkdir /travail/cours/stat ou alors mkdir ~travail/cours/stat. Notez que cela ne marchera que si les dossiers travail et cours existent déjà. Sinon, Linux renverra un message d'erreur car par défaut mkdir ne crée qu'un seul nouveau dossier. Tout comme la commande ls, mkdir a plusieurs options et l'une d'elles permet de contourner cette limitation. C'est l'option -p. Mais dans un premier temps, nous vous déconseillons d'utiliser cette option. Nous avons vu des commandes liées au dossier. Voyons maintenant quelques commandes liées au fichier. Maintenant que nous avons vu en détail la syntaxe pour quelques commandes, nous irons un peu plus rapidement pour présenter les suivantes. La commande cat pour concatenate and print permet d'afficher le contenu d'un fichier. Elle prend donc en paramètre le nom du ou des fichiers dont on souhaite afficher le contenu. Par exemple, cat readme.txt affichera le contenu du fichier readme.txt qui se trouve dans le dossier courant. Comme pour les dossiers, on peut indiquer le fichier que l'on souhaite traiter en indiquant son chemin absolu, son chemin relatif, son chemin depuis le Home Directory. Si le fichier readme.txt est dans mon dossier NGS, je peux afficher son contenu à partir de n'importe où ou via la commande cat ~travail/cours/NGS/readme.txt. La commande cat affiche la totalité du contenu du fichier d'un seul coup. Si votre fichier est très long, cela peut ne pas être très pratique. La commande more permet d'afficher le contenu de votre fichier par bloc. Pour afficher la suite du fichier, il suffit d'appuyer sur la touche espace ou entrée. Pour copier un fichier, nous allons utiliser la commande cp pour copy. Pour copier un fichier dans un autre dossier, il faut passer 2 paramètres à cp. Le premier est le nom du fichier que l'on souhaite copier, et le second est le nom du dossier dans lequel on veut copier le fichier. Pour faire une sauvegarde d'un fichier rapport.doc dans le dossier save, on utilisera la commande cp rapport.doc save. Là encore, si le fichier à copier ou le dossier dans lequel il doit être copié ne se trouve pas dans le dossier courant, il faudra indiquer le chemin pour les trouver. Linux ne peut pas deviner pour vous.
Si votre second paramètre ne correspond pas à un dossier qui existe, alors Linux considérera que ce second paramètre est le nom que vous voulez donner à la copie de votre fichier. Ainsi, pour faire une sauvegarde de votre rapport en lui donnant un nom différent, vous utiliserez une commande du type cp rapport.doc rapport_v1.doc. Dans les deux cas, vous aurez un fichier qui contiendra exactement la même chose que rapport.doc, une copie exacte de ce fichier. La commande mv, pour move, fonctionne de manière similaire à cp. Si son second paramètre est un nom de dossier valide, alors le fichier est déplacé dans ce dossier. Sinon, ce second paramètre sera le nouveau nom de votre fichier. mv rapport_v1.doc save déplace donc mon fichier rapport_v1.doc dans le dossier save. mv rapport_v1.doc espace rapport_joint_2022.doc renomme le fichier. La commande mv permet également de déplacer tout un dossier. À nouveau, si le second paramètre correspond à un dossier valide qui existe, votre dossier y sera déplacé. Sinon, Linux considérera que ce second paramètre est le nouveau nom que vous voulez donner à votre dossier. Une fois le projet terminé, je voudrais peut-être déplacer le dossier 8 qui contient les informations de ce projet et tout ce qu'il contient dans un autre projet old_project. Et cela se fera à l'aide de la commande mv 8 espace old_project. Même si la syntaxe des commandes mv et cp est proche, elles aboutissent à des résultats différents. À l'issue d'une commande cp, vous avez deux copies de votre fichier. À l'issue d'une commande mv, vous n'avez toujours qu'une seule version de votre fichier, qui se trouve ailleurs ou qui porte un nom différent. Parfois, vous souhaitez déplacer ou copier plusieurs fichiers dans un même répertoire. Linux permet de le faire facilement en utilisant les caractères wildcards ou joker en français. Étoile et point d'interrogation. L'étoile remplace n'importe quelle chaîne de caractères, donc de 0 à n caractères, alors que le point d'interrogation remplace n'importe quel caractère, donc un caractère et un seul. Si vous souhaitez faire une sauvegarde de tous les fichiers FASTQ qui se trouvent dans votre dossier courant en les mettant dans le dossier Save, vous pouvez faire cela en exploitant le fait que tous les fichiers FASTQ ont un nom qui est une chaîne de caractères quelconque suivie de .fastq. Vous pouvez donc tous les copier à l'aide de la commande copie espace étoile.fastq espace save. Si vous souhaitez organiser vos photos en mettant les JPEG d'un côté et les GIFs de l'autre, vous pouvez le faire de la manière suivante. On commence par créer les dossiers JPEG et GIF à l'aide des commandes mkdir JPEG, mkdir GIF. Puis, on va déplacer les images dans les dossiers en fonction de leurs extensions. Move espace étoile.jpeg, JPEG, move étoile.gif, GIF. Enfin, si vous souhaitez copier ou déplacer tout un répertoire, il faudra utiliser l'option -r pour récursif. Vous indiquerez ainsi que votre commande s'applique à votre dossier et à ce qu'il contient. Pour faire une sauvegarde complète d'un dossier 8, la commande sera cp espace -r 8 save_8. La dernière commande que nous allons voir aujourd'hui est la commande rm, comme remove, qui permet de supprimer des fichiers et des dossiers. Vous verrez que sa syntaxe ressemble à celle des commandes que nous avons vues jusque-là. Ce qui permet d'avancer et en fait, dans les nouvelles commandes que vous verrez, on reprendra souvent la même logique. Pour supprimer un fichier readme.txt, rm readme.txt. Pour supprimer tous mes fichiers temporaires, donc tous ceux qui ont l'extension tmp, rm espace étoile.tmp. Et pour supprimer le contenu du dossier test, lui et tout ce qu'il contient, rm-r test. Alors attention, alors que Windows fait l'hypothèse que vous ne savez pas trop ce que vous faites, Linux, lui, va faire l'hypothèse que vous êtes un expert et que vous savez exactement ce que vous faites. Quand vous détruisez des fichiers sous Windows, il arrive souvent que Windows vous demande de confirmer que c'est vraiment ce que vous voulez faire, que vous voulez vraiment détruire ces fichiers. Et même quand vous le faites, en fait, il va les placer dans la corbeille, au cas où, on ne sait jamais. Linux, lui, a une logique totalement différente. Si vous lui dites de détruire, il suppose que c'est parce que vous voulez les détruire. Et donc, quand vous lui dites rm, il détruit. Et c'est un processus irréversible. Donc au départ,
il est conseillé d'utiliser la commande ls pour voir ce que vous allez exactement détruire. Donc avant de détruire mes fichiers temporaires, je peux faire ls étoile.tmp. Je vérifie que ce sont bien les fichiers que je veux détruire qui s'affichent. Et si c'est le cas, je retape la même commande en remplaçant simplement ls par rm. Voilà, nous avons vu plusieurs commandes au cours de cette vidéo. Et pour vous permettre d'avoir une vue synthétique de tout ça, le tableau qui est présenté vous résume ces différentes commandes et leurs options principales. Ce tableau est téléchargeable en PDF dans la description de la vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous verrons en pratique comment se présente l'environnement et le terminal Linux, et nous ferons quelques exercices qui vous permettront de manipuler les commandes que nous avons vues aujourd'hui. Nous vous encourageons vivement à essayer de faire ces exercices, même si vous pensez maîtriser ces commandes ou si vous pensez que les exercices sont simples. C'est important de pratiquer en informatique, c'est ça qui permet de progresser. Et ces exercices seront également l'occasion de vous montrer certains raccourcis clavier et des petites astuces qui vous permettront d'être plus efficace au quotidien. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.